Quatrième sujet, quatrième thématique, le permis de conduire biométrique. Ah, le permis de conduire biométrique. Tout un programme, les amis. Tout un programme. Vous avez oublié? Pourquoi on a la mémoire courte, les amis? Pourquoi on a la mémoire courte? Vous avez oublié que ce sujet nous a tenus en haleine pendant une partie de 2022. Je ne parle même pas d'avant. Hein. Là, je parle du dernier épisode de la saga en 2022. On était là en 2022 quand vous avez vu ceci apparaître partout dans les médias. Le gouvernement et la société Autojuste signent un contrat de production de permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. On a vu le ministre, qui ne l'est plus, mais on va y revenir, le ministre Chérubin Okende avec le monsieur Jabour, il s'appelle, je pense, responsable de la société Autojuste, donc qui signe un partenariat public-privé pour développer ce projet de permis de conduire. Alors, la presse en a fait les choux gras, nous ici on en a parlé, si vous vous rappelez dans les tout premiers, parce que ça c'était vraiment au début, hein, quand je commençais cette chaîne, donc j'en ai parlé dans mes tout premiers numéros. Alors je vous ressors par exemple ce morceau de papier qui disait donc à cet effet, le ministre des Transports, Voies et Communication et de Communication et des Enclavements, porte à la connaissance du public que les permis de conduire délivrés avant la mesure de suspension restent valables jusqu'à la délivrance du nouveau permis évoqué. Donc, d'après les sources proches du dossier, le nouveau permis, le nouveau partenariat scellé entre l'État congolais et la société Autojuste est estimé à 85 millions. Notez les amis, 85 millions de dollars américains. 85 millions de dollars américains d'investissement pour une production de 5 millions d'exemplaires de permis sur une période de 10 ans. 85 millions d'investissements, c'était ça l'engagement du gouvernement congolais, dans une sorte de partenariat public-privé, build, operate, transfer, où le privé emmènerait cette expertise et au bout de plusieurs années d'opération, la propriété ou en prendront évidemment une grande partie des recettes. Et puis au bout d'un certain moment, lorsque leur investissement sera censé être amorti, l'État reprendrait ses droits, y compris financiers. Vous savez comment les contrats de concession marchent. Les partenariats publics-privés, les build, operate, transfer, c'est un mode de commerce, c'est un mode de signature de contrat, c'est un mode de livraison de services qui est très répandu à travers le monde. C'est comme ça qu'on construit les autoroutes à péage, c'est comme ça qu'on... Donc, rien de mal et c'est tout à fait dans les règles de l'art, ça se fait partout au monde. Alors ici, le papier nous rappelle, il faut rappeler que c'est depuis 2017 que le gouvernement congolais avait suspendu la délivrance des permis de conduire sur l'ensemble du territoire national. Donc là, depuis 2017, en 2023, on entre en 2023, ça fait donc 5 ans au moins, parce que cette confusion avait commencé un peu depuis plus longtemps que ça, mais ça fait 5 ans au moins qu'on n'a pas de permis de conduire. Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais, une fois, je suivais un débat très agité, je ne sais plus c'était sur quelle chaîne et entre quels protagonistes, mais il y avait quelqu'un qui, pour vraiment enfoncer le couteau dans la plaie, disait, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, même le chauffeur du président de la République n'a pas un permis de conduire valide? Bon, non. C'était pour faire mal à son adversaire sur le plateau, mais ça peut quand même nous faire réfléchir. Voyez-vous? Donc, ça fait 5 ans comme ça qu'on est dans une sorte de flou. On n'a pas de permis de conduire. Donc là, RDC, le nouveau permis de conduire congolais sera délivré avant le 30 mai 2022. Il y avait un papier qui disait ça, avant le 30 mai 2022. Le ministre Okende l'annonçait. C'était un papier de Zoomeko. Donc, voilà un peu où on en était avec ce projet dans l'année 2022. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il en est en 2023. Quand on regarde ici, par exemple, euh, qu'est-ce que j'allais vous faire remarquer? Allez, bon, ça c'est plus ou moins plusieurs papiers que je vous ai mis ensemble comme ça pour vous réitérer le même message. Mais c'est un projet qui était déjà annoncé d'ici à mai 2022. On est en train de... Mai 2022, c'est il y a quoi? 8 mois. On a dépassé depuis longtemps. Il y a un autre papier ici qui est titré signature à Kinshasa d'un contrat de production des permis de conduire biométrique sécurisé
avec puce. Alors ici, il y avait quelques aspects qui m'avaient un peu intéressé. Par exemple, lorsqu'on affirme que, alors ça c'était un papier de, je vais vous dire, bon, mes sources, mais je crois que ça c'était la DW, la Deutsche Welle. Mais bon, c'était des papiers repris un peu partout. C'était un papier, non, ACP, Agence congolaise de presse, repris peut-être ailleurs. Kinshasa, le 9 février 2022. Alors ici, par exemple, on pourrait voir que M. Jabour, voilà, c'est ça son nom, Marc Jabour, a affirmé que Autojuste, donc la société partenaire à l'État dans ce projet, et son partenaire technique, la société allemande Mondbauer, numéro 1 mondial dans l'impression des documents sécurisés. En effet, en son temps, j'avais fait une petite recherche, je suis rentré même sur le site, c'est une grande société allemande qui fabrique des imprimés de valeur, des, des barrières électroniques, ils sont vraiment, c'est un géant mondial, d'accord? Et donc, qui était en partenariat avec cette société Autojuste qui, elle, sera un peu la face du projet en RDC. Donc, Mondbauer numéro 1 dans l'impression des documents sécurisés et la fourniture des systèmes de sécurité biométrique offrant une solide garantie quant à la production de ces permis qui contiendront 22 aspects de sécurité visibles et invisibles. Alors, 22 aspects de sécurité visibles et invisibles. Vous savez, dans les imprimés, dans les imprimés de valeur, la sécurité, elle n'est pas que biométrique. Il y a plusieurs aspects. Regardez votre billet de monnaie, par exemple. Il y a plusieurs aspects. On y reviendra. Ce n'est pas le thème du jour. Mais juste pour vous dire, c'était vraiment, c'est conçu pour être une véritable puce, un permis de conduire avec une véritable puce électronique. Donc, les amis, à l'aube de 2023, je suis encore un peu dans le flou concernant cette affaire. Je ne sais pas vous, c'est pour ça que je sollicite que vous m'édifiez. C'est pour ça que moi, je veux parler de ces genres de thématiques sur ma chaîne, parce que je sais que certains d'entre vous pourraient en savoir un peu plus que d'autres. Et en tout état de cause, si l'information est à chercher tellement loin, c'est, vous connaissez la phrase, là où il y a un flou, il y a un loup. S'il y a toujours un flou, c'est peut-être qu'il y a un loup. Mais peut-être qu'il n'y a pas de loup, peut-être qu'il y a juste un flou, peut-être c'est juste du brouillard. Moi, je suis d'avis que des projets comme ça ne soient pas des projets réservés aux initiés. Nos jeunes à l'université doivent déjà être en train de terminer des thèses, des mémoires, des TFC sur ce genre de thématiques, parce que c'est tellement transformateur sur la vie de notre nation. Voyez-vous? Et donc, j'espère surtout qu'au nom de la continuité de l'État aussi, on ne m'expliquera pas qu'il faille absolument tout reprendre à zéro sous prétexte que ceci était un projet du ministre Okende. Comme vous le savez, il vient de démissionner cette semaine même. Vous savez que le ministre Okende et d'autres ministres de son parti ou de son groupement politique ensemble a quitté le gouvernement en solidarité ou pour tirer, pour les paraphraser, pour tirer toutes les conséquences du retrait de leur leader Moïse Katumbi de l'Union sacrée. Donc, aujourd'hui, le ministre qui a mené ce projet, le ministre Okende, vient de démissionner. C'est tout récent. Le nouveau doit donc tout reprendre à zéro, peut-être. Parce que c'est ce qu'on a vu par le passé. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. D'ailleurs, vous, qu'en pensez-vous? Peut-être qu'il faut justement tout reprendre à zéro. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais suivi à un moment qui était question d'arrimer ce projet, par exemple, au recensement général. Ce qui, a priori, fait du sens. Parce que pour exploiter une vingtaine de données sécurisées, vingtaine de données de sécurité, dont une bonne partie seront biométriques, eh bien, il faut recenser la population, à tout le moins. Non? Parce que la biométrie, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais la biométrie, ce n'est pas la seule manière d'authentifier un imprimé de valeur. Il y a aussi des mécanismes physiques. Par exemple, votre billet de monnaie. Votre billet de monnaie, il n'appartient à personne. Il n'a l'iris de personne dedans. Il n'a les empreintes digitales de personne dedans. Mais il y a par exemple des filigranes. Aujourd'hui, avec les passeports biométriques, il y a même des petits circuits intégrés dans le passeport. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention, il ne faut pas qu'il se mouille et tout, parce qu'il y a des circuits intégrés dedans qui vous identifient de manière inéluctable, surtout face aux enjeux de sécurité, de terrorisme, de combattre l'insécurité mondiale. Donc, voilà, il y a tout un tas d'imprimés de valeur. Donc, dans cette carte, il y aura une puce, il y aura un petit circuit intégré, il y aura quelques détails, mais il y aura aussi des détails de sécurité physique.
par exemple des filigranes qui font que lorsque vous présentez une photocopie du passeport, eh ben, elle ne reprend pas les mêmes propriétés de sécurité et donc elle pourrait introduire des failles. Vous avez peut-être vu sur certains documents où c'est marqué tout en bas, ne plastifiez pas ce document. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est juste pour blaguer? On dit ne plastifiez pas ces documents, gardez l'original comme il est. Les actes de naissance et d'autres documents que vous recevez en Afrique et ailleurs. C'est écrit ne plastifiez pas ce document. Pourquoi? Ben, c'est parce que justement, il y a des security features, comme on les appelle, des propriétés de sécurité qui font que si vous plastifiez, ça empêche le document d'être lisible, par exemple, sur certaines machines, etc., etc., etc. Donc la biométrie n'est pas la seule manière d'identifier ou de sécuriser un document. Je crois même que j'ai suivi le Premier ministre Sama Konde à l'époque où on introduisait la notion de mutualisation. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques mois, avec, en parlant de la CENI, des élections et tout, il y a eu un sujet qui s'est vraiment imposé pendant quelque temps dans l'actualité, qui consistait à mutualiser les données entre la CENI, qui est la centrale électorale, le ministère du Plan et l'Institut de l'INS, l'Institut national de la statistique, pour faire en sorte que le recensement général de la population euh, voilà, en fait, il s'agissait de faire une sorte de recensement, quitte à ce que chaque agence recueille, prélève uniquement les données qui lui sont propres. Par exemple, on recense la population, on a une base de données qui contient peut-être 50 champs uniques sur chacun d'entre nous. Le nom, l'adresse, le nom des parents, le nom de la mère, le nom du père, lieu de naissance, date de naissance, adresse physique, adresse de travail, profession, je sais pas moi, groupe sanguin, euh, tout ce qui peut te caractériser, avec évidemment tes empreintes digitales ou ton iris pour lier toutes ces données-là à toi et à toi seul. Dès lors que l'empreinte digitale bouge ou change ou saute ou n'est plus identifiable, on n'est plus sûr que c'est toi et donc on peut suspecter que, attention, il y a un flou, il y a peut-être un loup. C'est comme ça que la biométrie marche. Alors, je sais que l'idée, c'était de faire un système comme ça pour que voilà, la CENI prenne ce dont elle aura besoin, et puis quand il faudra faire un recensement, on prenne ce dont on aura besoin, que, je sais pas moi, la santé publique prenne ce dont euh, elle, aura, elle aura besoin, etc. Mais parlons de biométrie, les amis, et de gestion de notre société numérique dans le sens large. Nous ne pouvons plus jouer à cache-cache indéfiniment avec ce projet de recensement. Je vais juste en parler un tout petit instant, les amis, si vous permettez. Je vous rappelle que le dernier recensement effectué en RDC, oui, le dernier recensement effectué en RDC, le fameux RGP2, entendez par là, deuxième recensement général de la population, eh bien, il fut fait en 1984. C'était il y a bientôt 40 ans, les amis. 40 ans, vous m'entendez? 40 ans, la dernière fois qu'il y a eu un recensement méthodique, structuré de la population en RDC. C'est-à-dire qu'on a là, aujourd'hui, empiété sur 2 générations sans jamais savoir combien nous sommes. Parmi nous, qui fait quoi? Qui vit où? Sans jamais le savoir avec exactitude. Oui, il y a eu quelques petites initiatives. Il y a eu, par exemple, les enrôlements dans les précédents scrutins électoraux. Donc, c'est pas comme si rien n'a été fait. Ça a été une sorte d'enregistrement. C'est pour ça, d'ailleurs, que jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, la carte d'électeur reste un peu la carte d'identité parce que c'est vraiment le recensement, la prise de tes informations, de tes coordonnées, la plus récente et peut-être même la plus fiable qui ait été faite à ce jour. Mais imaginez-vous juste ceci, les amis. Donc, une personne née en RDC en 1985, donc peu après le dernier recensement, est décédée en RDC en 2022. Cette personne serait décédée quoi à l'âge de 37 ans. Eh bien, cette personne aura fait un passage à vide sur cette terre. Ni vu, ni connu, ni comptabilisé. Bref, personne ne l'aura calculé, pour parler comme les jeunes. On ne l'aura pas calculé. Passage à vide. Si tu es né en 1985 en RDC, au Zaïre à l'époque, et tu es mort l'année passée en 2002, tu es mort même ce matin, au 2 janvier 2023, le jour où je fais ce numéro,
tu auras pratiquement fait un passage à vide. On ne t'aura jamais comptabilisé dans quoi que ce soit dans ce pays-là. Tu auras peut-être payé des impôts, c'est bien pour toi, peut-être pas, mais on n'aura jamais rien planifié avec toi en tête. Dès lors, et je pose la question à toutes les administrations qui se sont succédées ces 4 dernières décennies, sur base de quoi avez-vous planifié vos politiques publiques? Mmh? La politique sociale, politique de logement, aménagement du territoire, santé publique, éducation, école, contenu scolaire. C'est le recensement de la population et ces mises à jour à intervalles réguliers qui te permettent de savoir combien il y a de monde dans ton pays, n'est-ce pas? Et dans tout ce monde, combien d'hommes, combien de femmes, combien de bébés qui naissent chaque année, combien de retraités, combien de chômeurs, combien de personnes vivant avec handicap. Moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux pour savoir exactement quelles tentatives de résoudre ce problème ont eu lieu. Tout ce que je constate, les amis, c'est que pas grand-chose n'a été fait. C'est tout ce que moi je peux constater, que pas grand-chose n'a été fait. Pire encore, pire encore, le peu d'initiatives à ce sujet ont été sciemment brandies, mais alors au pire des moments. Comme lorsque le recensement général fut proposé comme condition sine qua non avant l'élection présidentielle. Vous vous souvenez? C'était en 2015. À l'époque, vous avez un régime dont on pouvait légitimement, dont beaucoup pouvaient quand même croire qu'il était plutôt en fin de course qu'en début, qu'il était donc un peu finissant, d'accord? Et il a fait ce qu'il a pu. Il a réussi un certain nombre de choses. Il a échoué un certain nombre de choses. Il a raté un certain nombre de choses. Comme tout régime, comme tout pouvoir. Mais c'était le timing qui posait problème, de l'avis de plusieurs personnes qui ont observé ça. Au moment où il y avait une grosse tension sociale, au moment où tous les signaux étaient au rouge, au moment où une certaine frange de la population était en ébullition, à bout des nerfs, avec une seule envie de voir une certaine alternance se passer au sommet de l'État et dans l'institution pour faire respirer la démocratie de notre pays. Eh bien, c'est à ce moment précis que l'on nous brandira un projet de recensement de la population avec pour conséquence mécanique un certain glissement. Parce que ce recensement, n'ayant jamais été fait depuis autant de temps, c'est quand même un projet à ne pas prendre à la légère. C'est un grand projet qui doit normalement s'étaler sur un certain nombre d'années, de mois, de semaines, voire de mois, si pas peut-être quelques années. Évidemment, quand on compte tout ça, si vous conditionnez tout ça à une élection qui, à l'époque, devait venir l'année d'après, on est en 2015, l'élection c'était pour 2016, donc on est en train de vous dire que tout va glisser. Comment ne pas susciter une certaine appréhension, même des gens les mieux intentionnés, lorsque on arrive à brandir un projet, un exercice aussi capital, à un moment aussi mal choisi. Donc moi, je dis, pour avoir politisé une thématique aussi vitale, aussi critique, aussi simple, mais éminemment technique, eh ben, je ne vais pas me répéter ici en disant, comme sur la taxe RAM tout à l'heure, à mes dirigeants, je ne suis pas fâché, je suis juste déçu. Non, je dirais autre chose. Je dirais que dépendre des projections et d'autres indicateurs plus ou moins précis des institutions internationales, des ONG étrangères, pour qu'elles vous informent de temps en temps combien vous êtes. Parce qu'en fait, ne nous cachons pas, c'est de ça qu'on a dépendu, c'est de ça à ça qu'on s'est accroché pendant des décennies. Donc, on a eu régime après régime, gouvernement après gouvernement, qui nous ont dirigés, qui ont dirigé tout un pays à la taille de notre pays, sur base des prévisions et autres projections des Nations Unies et plein d'autres étrangers, qui, selon leurs estimations statistiques, nous informaient un matin, ah, flash info, vous savez quoi, la RDC aujourd'hui compte 80 millions d'habitants. Le lendemain, ah, attention, vous êtes passé depuis hier soir à 87 millions d'habitants. Ah, pardon, notre étude, vous savez, elle avait omis un ou deux postulats. Là, nous venons de mettre les dernières données à jour. Vous êtes maintenant 91 millions d'habitants. Et nous, chaque fois, on doit juste dire Amen. On doit juste dire oui. On doit juste dire Amen. Drôle de façon d'exercer sa souveraineté nationale quand même, non? Vous ne trouvez pas? Alors que les outils existent, les outils numériques existent, les intelligences existent. Vous savez, il y a de ces sujets sur lesquels
Lorsqu'on est normalement constitué, on doit tout simplement parfois avoir un peu honte d'être congolais. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive. Surtout si on a eu l'occasion d'exercer un poste étatique de responsabilité, ce que je n'ai jamais fait. Quand on a exercé un poste de pouvoir, de responsabilité, surtout à un niveau étatique dans ce pays-là, on ne doit jamais mourir sans demander pardon à ce peuple. On ne doit jamais finir ses jours sans se repentir auprès de sa divinité, si on veut, mais aussi auprès de ce peuple-là. Ce peuple dont on a tellement trahi la confiance, tellement exploité la naïveté, tellement exploité l'ignorance. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, restons ensemble. Si Dieu nous prête vie, nous aurons des éléments de réponse à cette question au courant de l'année 2023. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous ai livré ma pensée là-dessus. Et c'est pour ça que 2023 sera une année à vraiment observer de près.